d'or ouverte. C'est c'est une phrase qui frappe, quand même. Oui, c'est fort. Normalement, on s'attend à ce qu'un avocat décrive une procédure avec des termes euh, très précis, presque froids. Mais là, on a une métaphore qui évoque le chaos, les mots qui s'échappent et qu'on ne peut plus contenir. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans un tribunal pour qu'un homme de loi utilise une image pareille? C'est un peu ça qu'on va explorer aujourd'hui. On a entre les mains un document fascinant, une note d'audience rédigée par maître Hippolyte Mély. Et ça nous plonge vraiment au cœur du tribunal militaire de Yaoundé. Notre but, c'est de décortiquer ce témoignage pour comprendre ce qui se joue pour ces 148 prévenus, la nature des accusations et, surtout, les arguments de la défense. Des arguments qui semblent secouer les fondations même de ce procès. On va entrer dans l'affaire par la petite porte, en quelque sorte, celle d'un de ses acteurs. Et c'est justement cette perspective qui est rare. Vraiment. Ce n'est pas un article de presse qui résume de loin, ni un jugement qui tranche de manière définitive. Non. Là, c'est le pouls de l'audience, le ressenti d'un avocat en pleine bataille. Ce texte nous donne accès à une stratégie qui se déploie en temps réel, avec ses frustrations, ses espoirs. C'est pourquoi il faut être clair dès le début. Toute notre analyse va se baser uniquement sur les mots de ce document. D'accord. On ne va pas spéculer, on va juste tenter de comprendre la mécanique judiciaire telle qu'elle est décrite par celui qui la vit de l'intérieur. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par les faits. Ce qui est posé sur la table. Le décor, c'est donc le tribunal militaire de Yaoundé, et on ne parle pas de 2 ou 3 personnes, mais de 148 prévenus. 148. C'est un chiffre énorme. Et puis il y a ce détail temporel qui pèse lourd. Au moment où l'avocat écrit, ça fait presque 3 mois Presque 3 mois. que ces 148 personnes sont en détention. Une détention que Maître Médy qualifie, sans mâcher ses mots, de forcément arbitraire. Ça pose le décor d'une manière assez brutale. Oui, et cette expression forcément arbitraire, elle n'est pas lancée en l'air. Pour en saisir la portée, il faut regarder ce que le premier mal sorti de la fameuse boîte de Pandore nous révèle. Les chefs d'accusation. Exactement. Le texte en liste 3. Premièrement, propagation de fausses nouvelles. Deuxièmement, attroupement. Et troisièmement, défaut de carte nationale d'identité. On sent tout de suite le décalage que l'auteur veut créer. Il met en balance ses accusations avec la sanction déjà subie. 3 mois de prison. Et il conclut avec cette petite phrase assassine. Pour si peu. C'est vrai que la charge de propagation de fausses nouvelles est particulièrement intéressante. C'est une accusation qu'on voit souvent dans des contextes tendus et elle est presque toujours controversée. Oui, parce qu'elle touche à la liberté d'expression. C'est ça. Qui décide de ce qu'est une fausse nouvelle? Quelle est l'intention derrière? Ce n'est pas aussi simple que de prouver un vol, par exemple. C'est un point crucial. Ce type d'accusation ouvre à la porte à une grande part de subjectivité. Et quant à l'attroupement et au défaut de CNI, ce sont des infractions qui, dans la plupart des systèmes judiciaires, sont considérées comme mineures. Souvent réglé par une amende. Voilà. Le fait de les voir associés à une détention préventive aussi longue et devant un tribunal militaire en plus, ça crée un véritable point d'interrogation. La défense semble dire la punition est déjà disproportionnée par rapport aux faits, avant même que le procès sur le fond ait commencé. D'accord, donc on a des accusations qui paraissent légères face à une détention très très lourde, mais ce qui me frappe ensuite dans ce texte, c'est la description de l'audience elle-même. On dirait une scène de théâtre de l'absurde. Maître Mélier écrit que les questions sont simplement rituelles Mm. et communes à tous les prévenus. Mais le coup de grâce, c'est quand il précise que ces questions n'ont aucun rapport avec les incriminations retenues. Attendez une seconde. Ça, c'est une affirmation qui est extrêmement grave. Ça veut dire que le tribunal ne cherche même pas à prouver les faits pour lesquels ces gens sont là. C'est exactement la bombe que lâche l'avocat. En disant ça, il ne critique pas seulement la manière dont l'audience est menée. Il suggère que l'audience est une pure façade. Ah oui, carrément. Si vous êtes accusé de propagation de fausses nouvelles, on s'attend à ce que le juge vous interroge sur ce que vous avez dit, à qui, dans quel contexte. Non, Bien sûr. si on vous pose des questions génériques qui n'ont rien à voir, ça implique que le but de l'audience n'est peut-être pas d'établir la vérité. C'est une critique radicale qui vise le cœur même du processus. Et ça se connecte directement à un autre élément que le texte soulève. Lequel? La consistance du dossier d'accusation.
L'avocat mentionne que la défense a épluché les actes de procédure et il glisse entre parenthèses une description terrible des actes squelettiques sur le fond. Squelettique sur le fond, l'image est puissante. Très. Dire qu'un dossier est squelettique, c'est comme si un procureur vous présentait le plan d'une maison en vous accusant de l'avoir cambriolée, mais sans aucune photo de l'effraction, aucune empreinte, aucun témoin. Rien. Rien. On voit la forme de l'accusation, la structure, le squelette. Mais il n'y a pas de chair, pas de muscle, rien de concret à l'intérieur pour la faire tenir debout. Donc, si je suis bien le raisonnement de la défense tel qu'il est exposé ici, on a des gens en prison depuis 3 mois pour des faits jugés mineurs, C'est ça. interrogés sur des sujets sans rapport, sur la base d'un dossier qui serait vide. La situation paraît complètement kafkaïenne. Face à ça, que peut faire une équipe d'avocats? On ne peut pas plaider sur le fond s'il n'y a pas de fond, justement. Exactement. Et c'est là que leur stratégie devient fascinante. Puisqu'ils ne peuvent pas se battre contre les faits, parce qu'il n'y en aurait pas, ils décident d'attaquer non pas le contenu du procès, mais le contenant. Le texte est très clair là-dessus. Il dit que les débats se concentrent sur 2 points. Oui. L'incompétence du tribunal militaire et la mise en liberté d'office. Et ça, ce ne sont pas des manœuvres de diversion, ce sont des attaques sur les piliers même de la procédure. Décortiquons ça. L'incompétence du tribunal militaire. J'ai l'impression que c'est bien plus qu'un simple détail de procédure. Ah oui. Est-ce qu'on parle ici d'une remise en cause totale de la légitimité même du procès en dèche? Ah oui. Oui, c'est un coup de poker juridique. Au lieu de plaider mon client est innocent, la défense plaide vous n'avez même pas le droit de juger mon client. La question soulevée est fondamentale. Pourquoi 148 civils sont-ils jugés par une juridiction d'exception conçue pour les militaires, pour des faits qui relèvent a priori du droit commun? En soulevant cette incompétence, la défense tente de faire dérailler tout le processus. C'est une stratégie de la terre brûlée. Exactement. Qui dit le problème n'est pas de savoir si les accusations sont vraies ou fausses, le problème c'est que nous ne sommes pas au bon endroit, devant les bons juges. Mais une telle stratégie, ce n'est pas extrêmement risqué. Si les avocats perdent sur ce point, est-ce qu'ils ne risquent pas de s'aliéner les juges pour le reste de la procédure? Le risque est énorme, bien sûr. C'est pour ça que c'est souvent une stratégie de la dernière chance. Ou alors une stratégie qu'on adopte quand on estime que le dossier de l'accusation est si faible, qu'on a plus à gagner en attaquant la procédure qu'en débattant des faits. Ça montre à quel point la défense semble convaincue de la vacuité du dossier. C'est un signal fort. Très fort. Ils disent votre dossier est tellement squelettique que nous préférons contester votre droit de nous juger plutôt que de perdre notre temps à discuter du vide. C'est le deuxième mal qui sort de la boîte de Pandore. Ils le doutent sur la légitimité même du tribunal. Et le deuxième axe, alors, la demande de mise en liberté d'office. Comment ça s'articule avec le reste? C'est le deuxième pilier. Plus pragmatique, plus immédiat. La mise en liberté d'office, ce n'est pas une demande de faveur, attention. C'est une exigence basée sur la loi. D'accord. La défense argumente probablement que la détention préventive a dépassé les délais légaux ou qu'en l'absence d'éléments à charge sérieux, Le fameux dossier squelettique. voilà, rien ne justifie de maintenir 148 personnes privées de liberté. C'est une manière de dire au tribunal, non seulement vous n'êtes peut-être pas compétent pour nous juger, mais en plus, même si vous l'étiez, vous violez la loi en gardant ces gens en prison. C'est une tenaille stratégique, vous voyez? Oui, je vois. D'un côté, on attaque la légitimité, de l'autre, la légalité. C'est ça. En lisant ce texte, on sent que ce n'est pas juste un exposé clinique, technique. Il y a une véritable charge émotionnelle. Je reviens à cette phrase du début. Pourquoi tant de douleur judiciaire? Ce n'est pas une question technique, ça. C'est une question humaine. Et c'est ce qui rend ce texte si poignant. En tant que juriste, lire des mots comme acte squelettique ou question sans rapport, ça peut vous donner des frissons, parce que ça évoque des heures de travail à éplucher un dossier pour y trouver du vent. Hmm, la frustration. La frustration professionnelle, c'est une chose. Mais quand l'avocat parle de douleur judiciaire, il change de registre. Il ne parle plus du cas, du dossier numéro 742. Il parle de l'impact humain sur 148 vies, sur leurs familles, sur leur santé mentale. Il nous rappelle que derrière les termes techniques et les batailles de procédure, il y a une souffrance, concrète et prolongée. Le procès n'est pas une abstraction, c'est une épreuve. C'est ça. C'est le conflit central qui se dégage du texte, finalement. D'un côté, des conséquences d'une lourdeur inouïe, 3 mois de prison, et de l'autre, une machine judiciaire qui, selon la défense en tout cas, tourne à vide.
C'est ce décalage monstrueux entre la gravité de la peine déjà purgée et la légèreté apparente de ce qui la justifie. C'est ça, le cœur du drame. Parfaitement résumé. La tension est là. Formellement, tout semble en ordre. Il y a un tribunal, des juges, des prévenus, une audience. Les apparences de la justice sont sauves. Oui, la forme est là. Mais sur le fond, le tableau peint par Maître Méli est celui d'un vide abyssal. Un gouffre entre l'appareil judiciaire en action et la substance même de ce qu'il est censé juger. Et c'est ce gouffre qui génère la douleur et qui a poussé l'avocat à parler de boîte de Pandore. Et cette boîte, le texte nous le dit, reste ouverte. L'affaire est reportée au 12 février. Le suspense continue. Reprenons les points clés pour être sûr de bien fixer les idées. On a un groupe de 148 civils, détenus depuis près de 3 mois, jugés par un tribunal militaire. C'est ça. On leur reproche des faits comme la propagation de fausses nouvelles ou l'attroupement. Leur défense, menée entre autres par l'auteur du texte, soutient que le dossier est vide, que l'audience est une mascarade, et plus grave encore, que le tribunal n'est même pas compétent pour les juger. Voilà. Et l'avocat décrit tout ça comme une source de douleur judiciaire, une boîte de Pandore. Crit comme étant creux, déconnecté et contesté dans sa légitimité même. C'est une photographie saisissante du sentiment d'injustice que peut ressentir un justiciable face à une mécanique qui semble l'écraser, sans raison apparente. Le texte Se termine par une phrase, qui est une véritable ouverture. Chacun peut se faire une idée. C'est une invitation à la réflexion. Alors, en gardant cette invitation en tête et en repensant à cet argument central de la défense, la compétence du tribunal militaire pour juger des civils sur des questions de liberté d'expression. Mm. Ça laisse une question en suspens pour tout le monde. Au-delà de ce cas précis, qu'est-ce que ça nous dit sur la frontière, parfois dangereusement floue, entre la justice civile ordinaire et la justice militaire d'exception? Et surtout, quel risque une société prend-elle lorsque cette frontière commence à s'effacer?